Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, épisode exceptionnel car j'ai la chance de recevoir l'ancien gardien de Toronto et d'Atlanta qui n'est autre que Quentin Westberg qui vient de stopper sa carrière professionnelle après 20 années au plus haut niveau. Je vous souhaite à tous une bonne écoute de cet entretien et je vous remercie d'être encore si nombreux à écouter MLS Time. Kamara has scored 4 of 5 from the spot this season. Kamara against Westbrook, who makes the save, and Benazet heads behind for a Colorado corner. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ton passage en MLS. Ouais, ouais, ouais. Je savais pas que t'es franco-américain du coup? Ouais, Pris la nationalité américaine? j'ai la nationalité américaine. Mon papa est américain. Ouais, j'ai grandi en France. En fait, c'est ma première expérience de vie aux États-Unis. Mais je venais voir la famille de mon père l'été en vacances. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai vu que tu joué en équipe jeune pour les États-Unis. Ouais, ouais, j'ai fait U17, U20, U23 brièvement. Mais j'ai fait la Coupe du Monde moins de 17 ans et la Coupe du Monde moins de 20 ans avec la sélection. Ouais, t'en as parlé dans votre dernier podcast, un peu la Coupe du Monde du vin, que ça révélait pas mal de jeunes joueurs. Ah bah moi, ma Coupe du Monde du 20, c'était... Bon, après, tu vois, c'est pareil. Tu sais, chacun aime son sport ou pas, tu vois. Mais moi, ma Coupe du Monde du U20, c'était le nombre de top joueurs qu'il y avait, c'est incroyable. Tu prends juste l'Argentine, c'était ouf, mais tu prends l'Allemagne, tu prends l'Espagne, tu prends la Hollande, c'était en Hollande, ils avaient un réserve, Ibrahim Afellay, Ryan Babel, des joueurs, ouais, à l'époque, était Kenneth Vermeer, il y avait énormément de mecs, maintenant, sont tous retraités, hein. C'est vrai que c'était il y a 20 ans maintenant. L'Argentine, ils ont eu une génération qui a gagné la Coupe du Monde, hein, plus ou moins. Ouais, bah, ouais, mine de rien, c'est celle qui est arrivée à la Coupe du Monde 2022. La génération Messi. Non, c'est Messi, toi, ta Ouais, génération. bah, Messi, il était jeune, hein, c'était les 85, mais Messi jouait déjà avec 2 ans d'avance. Donc non, en finale, il y en a très peu qui ont gagné la Coupe du Monde, qui sont déjà quasiment tous retraités. Mais ouais, c'était une génération qui a gagné les JO aussi, Ouais, c'est là que Messi se révèle, hein. C'est là qu'il casse tout. Et je regardais, tu vois, un peu ta carrière. J'ai vu une ligne, Sarpsborg en Norvège. Ouais. C'est arrivé comment? Est arrivé, c'est les conséquences de l'explosion de l'USNAC. En fait, tu sais, j'étais à l'USNAC, on monte en Ligue 2, on fait toute la prépa, le championnat commence, on n'est pas admis, mais on est au tribunal administratif de Toulouse 4 fois pendant l'été, et on nous dit en septembre, quand on sent que ça sent pas terrible parce que le championnat a commencé, mais qu'il y a toujours une possibilité que début septembre, ils disent le club ne repart pas, mais en plus, il va pas en national ni même il va en DHR, je crois. Donc tu te retrouves sans club à la mi-septembre quand tu es gardien. Et cette année-là, il y a littéralement zéro transfert de gardien ou mouvement de gardien au mercato d'hiver. Donc moi, je m'entraîne avec le TFC pendant un mois et demi. Il avait été question de signer à Toulouse, mais ils essayaient de se séparer de Zachary Boucher à l'époque, qui n'est pas parti, qui est parti 6 mois après et que j'ai retrouvé à Auxerre. Mais ouais, ouais, non, c'était du coup, bah, pour pas faire un an sans club, je signe à la fin du mercato norvégien en mars en Norvège. Ça a été une expérience exceptionnelle. Ça a été un espèce d'avant-goût de MLS, dans le sens où ça a été ma première expérience à l'étranger. C'est la première fois que j'ai vu la valeur des footballeurs français à l'étranger, la valeur d'un état d'esprit d'ouverture, la valeur ouais, de la mise en pratique de toutes les choses que tu as appris dans toute ta vie qui est liée au foot, mais qui ne se voit pas nécessairement de but en blanc sur le terrain, tu vois. En Norvège, ça a été un mix parfait. Si j'avais pas connu la période de vie un peu galère dans l'incertitude, les 8 mois de fatigue mentale avec l'USNAC, je serais resté là-bas, c'est sûr. Tu le vois, hein, de toute façon, aujourd'hui, la MLS, ça pioche pas mal, hein, dans les pays scandinaves. Bah, De plus en plus, hein. et puis c'est normal parce que tu as des bons joueurs, franchement, tu as des bons joueurs. Tu as des joueurs qui sont complètement compatibles avec la mentalité américaine, qui parlent la langue, donc c'est facile qui sont sérieux et en plus ils sont pas chers. Donc à bien des égards, les Scandinaves, c'est un super marché. Du coup, après, j'ai vu, donc t'es venu à Tours, enfin Ouais. dans ma région, parce que moi je suis d'Orléans, donc t'as joué à Tours. Et après, qu'est-ce qui t'amène clairement en MLS? Qu'est-ce qui fait le déclic à l'ego? L'opportunité. L'opportunité, c'est-à-dire que moi j'ai toujours suivi la MLS relativement près pour un Européen, mais j'étais déjà venu à l'essai en 2015 justement pendant ma période sans club à Colorado. J'arrive là-bas, donc j'avais pas de club, donc j'étais, tu sais, un peu
en situation d'échec, entre guillemets, mais c'était la situation Luznac. Et j'étais en situation super favorable footballistiquement. Je sortais d'une très très grosse saison, de deux belles saisons. J'arrive, je suis pas ronflant, j'arrive à Colorado, un club dysfonctionnel, mais c'était incroyable, vraiment, tu vois. J'arrive à l'essai, je vois le niveau catastrophique. Et puis, au bout de 3 4 semaines, franchement, je me dis, ça se passe bien, tu vois. Il y a l'entraîneur des gardiens qui me convoque et il me dit, ouais, c'était super intéressant, mais on va pas te prendre plutôt que les trois qu'on a déjà. Donc, et je dis, mais aucun problème, tu vois. Je Hmm. dis, soit je suis fou, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, tu vois. Soit je suis fou, soit le foot n'est plus fait pour moi, tu vois. Ah, puis t'as un poste spécifique quand même. Aussi, Ça. aussi. Non, mais après, il y avait des dynamiques. Il y avait une dynamique qui venait de recruter Zach McMath, qui est un super mec que je connais bien, mais qui était là pour venir un peu titiller Clint Irwin, qui était le gardien titulaire du moment, qui était le petit protégé de l'entraîneur qui est encore en place, hein, qui est un super entraîneur des gardiens au demeurant, tu vois, c'était juste pas le moment. Mais moi, j'arrive, je vois le niveau catastrophique, je vois l'équilibre de l'équipe catastrophique, et je me dis, bon, il faut que je me relance, pourquoi pas, mais j'étais pas conquis, quoi. Quand il me dit bon, on va pas te faire signer, mais tu peux rester t'entraîner et tout. Le lendemain matin, on était au Texas. Non, on était en Arizona. Comment ça s'appelle? Tucson. Tucson. Il y avait enfin, il y avait un grand tournoi qui se faisait pendant des années là-bas qui n'existe plus. Et je suis parti le lendemain. Il fallait que je revienne à Toulouse. Tu vois, ma famille était restée où on habitait à Toulouse, Luznac. Je suis parti le lendemain matin. J'avais zéro colère en moi. Je dis, mais c'est sûr que ça va pas fitter. Et du coup, j'ai suivi de près Colorado cette année en 2015. Bah, j'étais pas surpris de les voir derniers. Il y avait une dynamique de vestiaire et qui est encore un petit peu présente en MLS, mais tu avais un crew de Sud-Américains qui n'apprenaient pas l'anglais, qui laissaient penser qu'ils avaient des carrières incroyables et tout, alors que pas du tout. Mais vu que les Oui. Américains avaient un peu ce complexe qui existe encore toujours, hein, aux États-Unis, on n'est pas un pays de foot nécessairement en premier, donc les Européens ou les Sud-Américains, ils sont beaucoup plus crédibles que nous, donc naturellement, on se diminue, tu vois, on part dans une position un petit peu, un petit peu mineure par rapport à des gens qui ont connu beaucoup plus, qui ont dû beaucoup plus galérer pour en arriver là. Et j'étais pas surpris, tu vois, je leur souhaitais pas parce que il y avait zéro animosité, c'était clairement pas un bon fit. Long story short, qu'en 2019, du coup, j'avais un peu tiré un trait sur la MLS, me disant que c'était comme ça la MLS, tu vois. J'avais toujours un peu suivi Toronto parce qu'il y avait des anciens coéquipiers ou des mecs que je connaissais bien, Ahmed Kantari, Damien Perkis qui avait joué à Toronto. Et même, j'avais joué en équipe de jeunes avec Mike Bradley et tout. Et puis Drew Moore qui était à Colorado était parti à Toronto. Et Clint Irwin aussi. Clint Irwin que j'ai remplacé à Toronto numériquement. Et donc, je savais que Toronto avait un bon truc. Ils avaient vraiment investi depuis quelques années. Ils avaient gagné en 2017, 2018. Et quand Greg Vanek a joué en France, que j'avais suivi à Bastia aussi, me contacte et que j'ai l'opportunité, bah, je suis à Auxerre, ça se passe super bien. Mais je me dis, bah, pourquoi pas, tu vois, j'ai 33 ans, c'est une super expérience pour mes enfants, pour moi, Toronto, top club. C'est Euh, polyglotte en plus, Toronto. Bah, en fait, le Canada est un pays complètement bilingue, donc c'est un super lieu d'adaptation si ta famille parle pas anglais, parce qu'il y a des écoles françaises, et puis c'est multiculturel. Toronto, c'est incroyable, il y a tellement de diversité et c'est encore bien différent des États-Unis culturellement. Et donc, en fait, voilà, du jour au lendemain, ça se présente, et ouais, je mets 2 mois à y aller quand même, parce que bah, jouer à Auxerre, ça se passait très bien. Puis je vais voir les dirigeants d'Auxerre et je leur dis, bah, il me reste 6 mois de contrat. Euh, c'est intéressant. Moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est continuer à jouer. Je peux rester à Oui. Auxerre, club que j'adore, ça se passait super bien, ou bien partir, mais donnez-moi l'opportunité de continuer ma carrière et je resterai à Auxerre. Et ils me disent, bah, on te laisse pas partir et on ne te prolonge pas. Difficile à digérer, mais on était sur 6 ou 7 matchs sans défaite, j'avais pas pris de but, enfin ça se passait bien. J'ai dit, bon, c'est pas grave, c'est quoi, le terrain parle toujours. Sauf que j'ai cette discussion avec le président et je me retrouve sur le banc le week-end. Et donc, je fais: «Attends, là, par contre, si je suis à 6 mois de la fin de mon contrat, que je joue pas, que vous m'empêchez de partir pour une opportunité, machin». Et donc, ça se frictionne un petit peu, mais tout le monde réagit intelligemment et au bout ouais, de quelques semaines, ils me laissent partir à la mi-février et Toronto, c'est le match parfait. Sincèrement, tu arrives dans un club, tu connectes avec les gens, tu es ce qu'ils attendent, ce que tu attends d'eux, c'est ça, ce qu'ils attendent de toi, c'est ça. Et au final, il y a une connexion parfaite avec un vestiaire où il y a quelques francophones, où il y a des Américains que je connais de longue date. Je connaissais bien Mike Bradley.
Josie, on se connaissait parce qu'on avait fait les sélections jeunes. Il arrivait après moi, donc on se connaissait pas, mais je savais très bien qui il était, il savait très bien qui j'étais. Enfin voilà, ça s'est passé, c'était super fluide. On a eu une période de ronronnement et ensuite on a eu une année et demie extraordinaire en termes de contenu, en termes de groupe. On n'a pas eu les résultats, on n'a pas gagné, on n'a pas un trophée notoire. Finale de MLS Cup en 2019, on joue le Supporter Shield jusqu'à la dernière journée en 2020, alors qu'on joue pas un match à domicile à cause du Covid. Tu sais, on est Ah ouais, le relocalisé MLS is back, la Covid, je me souviens. back et surtout ensuite, nous on doit sortir du Canada pour jouer les matchs. Donc on est à Hartford dans une ville fantôme et on gagne des matchs, on est tous déprimés, on gagne des matchs et on revient dans notre hôtel loin de nos familles. On prenait même pas de plaisir à gagner parce qu'à l'époque on était vraiment déprimés parce que tu sais pas à Ouais. quelle sauce tu allais être mangé, il y avait zéro perspective, mais on jouait tellement bien. C'était en fait la quintessence d'un groupe qui se comprenait, qui se connaissait parfaitement et surtout ce qui était plaisant, c'est que c'est peu importe qui jouait, le joueur était performant et c'est là où tu mesures la force d'un groupe, d'un effectif. C'est que vraiment, cette année-là, tu as Jadon Nelson qui fait ses premiers matchs, Ralph Priso qui fait ses premiers matchs, Jackie Marshall-Rutti qui fait ses premiers matchs, Ayo Akinola qui explose, t'as Noble Okello qui fait ses premiers matchs, t'as Richie Laryea qui commence à être important, t'as Jacob Schaffelberg qui commence à être important, t'as Jonathan Osorio qui prend un rôle beaucoup plus important dans l'équipe, qui devient vraiment un taulier. Tu vois, enfin, t'as eu l'émergence de tellement de joueurs que tu te dis, ça a été bien fait. Ça n'a pas été validé par un titre marquant pour le club comme ça l'a été en 2017, mais les fondations étaient super solides et c'était presque. Encore maintenant, je sais qu'à Toronto, beaucoup de gens regrettent un petit peu cette époque au sein du club. Juste l'atmosphère qui y régnait, c'était ce que tu recherches dans des clubs en termes de culture. Ah, c'est surtout que quand tu vois la situation aujourd'hui de Toronto, c'est vrai que le problème Insigné, pour moi, c'est un truc de fou. Pas un joueur, c'est vraiment la culture. Parce que leur coach est bien, hein. Leur coach, cette saison, moi j'aime bien ce qu'il fait, hein, ce coach-là. C'était l'adjoint en 2019 Mm. et on a vu cette discussion, lui et moi. Je pense en 2019, il part en août à Colorado, je crois, juillet ou août. Et il nous a manqué ça pour gagner. Et je pense que c'était Robin. Et pas parce que le staff était exceptionnel, hein. Greg Vanet, bah, il a encore gagné cette année, c'est top niveau, tu sais, humainement et tout. Mais Robin, il a amené cette autorité naturelle qui aurait peut-être fait que à Mm. Seattle, on en aurait eu besoin. Enfin voilà, à mon avis, avec Robin, peut-être que ce tout petit détail fait que le dernier match, on le gagne. Mais c'est pas pour dire qu'il nous a manqué ou qu'il y a eu des erreurs de fait, c'est plus pour parler de la qualité de Robin Fraser, tu vois, qui est pour moi un super recrutement pour Toronto parce que il connaît la maison quand c'était hyper fonctionnel, quand ça marchait super bien, quand les bonnes Mm. valeurs étaient au bon endroit. Moi, je suis arrivé dans un club à Toronto après une saison 2018 difficile, après le parcours en Ligue des Champions, mais à partir de mai, c'était la débandade, c'était un peu les excuses des blessures, c'était un peu ci, le ça. Et donc 2019, c'était une année charnière, soit pour Mm. faire perdurer un peu cette espèce de dynastie de ce groupe, ou bien bah, un peu le cataclysme que tu es en train de vivre actuellement. Et en fait, on a redonné deux super années au club où vraiment tu as pu faire sortir des jeunes, où tu as été vraiment un collectif et pas des individualités comme ça l'était un petit peu auparavant. C'est-à-dire que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs qui étaient présents ou pas, mais qui ont émergé et qui encore maintenant, je pense à un Marquis Delgado, ils, ils font des super carrières. Et c'est vraiment, même Osorio, Schaffelburg, enfin, c'est vrai que vous aviez une grosse équipe et c'est des joueurs qui avaient 4 ans de moins, donc tu te dis, ils étaient. Ouais, qui avait 5 ans de moins et qui Ouais. débutait pour la plupart. Richie Mm. Laryea, il arrive par la toute petite porte, c'est-à-dire qu'il lui donne le contrat minimal, un complément d'effectif, il revient dans sa ville. Je me rappelle ses premiers matchs avec Toronto, littéralement, il se demandait s'il avait le niveau. Et comme j'ai dit, c'est une sorte de fierté quand toi, tu es un peu plus vétéran et tout, et tu vas le voir au bout d'un ou deux matchs, tu dis, mais attends, t'inquiète pas, t'as le niveau, lâche-toi. Tu vois, lâche-toi. Et, Ouais. et les 2 premières années, il joue à droite, à gauche. C'est un peu le super sub, tu vois. Mais il a pris tellement confiance que bah, il va en équipe nationale canadienne et il C'est devient clair. maintenant un joueur beaucoup plus important. Il a joué une Coupe du Monde et tu te dis, bah, en fait, tout le mérite lui revient. Mais tu as créé un environnement autour du joueur où tu l'as mis dans les meilleures dispositions. Et toi, Mm. en tant que joueur plus âgé, en tant que joueur expérimenté, tu sais que tu participes à l'éclosion du mec. C'est son travail, c'est le travail d'un staff et tout. Au final, ça revient au joueur en lui-même. Mais la création d'environnement,
C'est ce qui est hyper important et c'est ce qui Mmh. permet à des joueurs justement, de Tsubasa Endo. Moi, quand j'arrive au club, il était avec la réserve, mais il remonte. C'est un mec, il a été titulaire toute la fin d'année. Enfin, il a eu un apport inestimable, tu vois. Et ça a été la vision du Mmh. coach de le voir et de le mettre au bon moment. Schaffelberg, pendant 2, 3 mois, ça a été un petit peu notre boost de fraîcheur. Et je suis hyper content de le voir cartonner à Nashville et être reconnu à sa juste valeur et dans un style de jeu qui lui convient mieux, qui est un peu Mmh. direct et tout. Mais du coup, ça devient presque une figure de la MLS ou en tout cas de Bah, Nashville, tu vois. Et totalement. ça pourrait pas arriver à une meilleure personne. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup la transition Toronto-Atlanta? Bah, c'est l'opportunité. À Toronto, j'étais à la fin d'un cycle subi, on va dire. C'est-à-dire que avec Greg Vanney, j'étais une pièce essentielle du puzzle. Quand il est parti, sans vraiment, ça s'est effrité, tu vois, par ma faute dans un second temps, je dirais. Mais c'était un endroit qui semblait inévitable pour moi, avec moins de temps de jeu. En fait, les 2 saisons suivantes, j'ai pas commencé la saison titulaire. La première année, c'est un concours de circonstances, j'ai le Covid, on est relocalisé en Floride. Et puis j'arrive en retard, la saison a commencé, et puis bah, Chris Armas avait, je pense, dans l'idée de donner sa chance à Bono, à Alex Bono, avec qui j'avais une super relation. Voilà, ça s'est fait, sauf qu'on commence la Mmh. saison, c'est catastrophique et bah on s'en sort pas. Mais on vivote. Chris Armas perd sa place, je reviens, je rejoue. Après avec Javier Pérez, je joue beaucoup plus, je finis la saison. Mais bon, c'était un peu tard, on perd en finale de Coupe du Canada contre Montréal. C'est pas une super saison, mais c'était la deuxième saison Covid. Donc ils veulent reconstruire avec Bob Bradley. Pareil, Bob Bradley, sans crier gare, il veut à moitié me trader, pas me trader. Au final, je reste. Il me fait pas commencer la saison. On est dernier quand il me relance. On gagne le championnat canadien. Puis après, on perd 2 matchs de suite, il me ressort. Et après, je Ingérable. refile Quand t'es la gardien, saison. la confiance, Ouais, c'est c'était même pas tant la confiance, ouais, là, c'était plus, tu sais, j'étais plus un petit jeune, j'avais oui, impacté le vestiaire. Tu vois, à un moment donné, faut aussi se connaître et heureusement, à 33, 34, 35 ans, je me mmh. connaissais. Moi, je voulais vraiment créer un environnement propice pour que tous mes coéquipiers soient la meilleure version d'eux-mêmes. Et des fois, ça en jouait sur ma performance personnelle parce que j'étais tellement en train d'aider. Mais quand c'est compris et quand tu sais qu'il en faut des joueurs comme ça dans ton équipe, tu donnes un tout petit peu plus de crédit ou au pire, tu dis que tu vois, mais lui, il y voyait aucune valeur en fait. Il y voyait aucune valeur J'ai et un peu de mal avec Bob Bradley, je t'avoue sur, tu sais, il a été hyper successful et c'est même pas. Il y a des gens tout le monde arrive pour une raison dans ta vie, donc c'est que c'était sans doute le moment pour moi de changer. C'est vrai que Toronto, j'y étais hyper attaché à bien des égards en termes de valeur et tout. Mais à un moment donné, c'était Bob le boss. Il y avait son fils aussi. Si tu fais plus partie de l'équation, mmh. autant être clair et puis bah il faut partir, tu vois. Et Atlanta m'a accueilli à bras ouverts. Donc voilà, tu vois, c'est vrai que mon histoire avec Atlanta, ça a toujours été un peu plus contre Atlanta que ça m'a souri qu'avec. C'est vrai que je suis venu dans un rôle pour encadrer. La deuxième année encore un peu moins. Et puis bah, voilà, ça s'est terminé. En Ça fait, s'est t'es arrivé dans la période, on va dire, où ça a été, il y a eu l'euphorie directe, Atlanta a gagné, et c'est jamais arrivé. Et je pense, en fait, t'as eu la pente descendante, mais pourtant t'as vu des joueurs, hein. Ezequiel Barco, Almada, Giacomakis, enfin, des joueurs qui étaient incroyables, mais je sais pas, ça a jamais matché. Mais en fait, on n'est pas dedans, on peut pas savoir. Mais c'est vrai que c'est quand tu voyais la qualité qu'il y avait quand même à Atlanta, ça posait beaucoup de questions, ouais, sur les 2 dernières saisons. Bah, après, là où t'es dur, c'est qu'en 2019, ok, mais on les bat en finale de conférence avec Toronto, mais Oui, ils avaient terminé deuxième à l'Est, derrière New York City FC, je crois que ça se joue de peu. Tu sais, c'est Gart Lagerwey qui m'en parlait parce que lui était à l'époque à Seattle. Il dit, quand on regarde la finale et que vous battez Atlanta, on se dit, putain, grâce à Toronto, on va accueillir la finale chez nous à Seattle de MLS Cup parce que eux, ils se disaient, nous, si on va à Atlanta devant 74 000 spectateurs pour une ouais. deuxième finale de suite, c'était la construction d'une dynastie. Et effectivement, avec Toronto, bah, tu vois, ça dépend. Toi, en tant que plus fan ou en tout cas Ouais, c'est ça. suiveur de près d'Atlanta, tu t'oublies 2019. Mais 2019, t'enlèves la finale de conférence, ils battent, je crois, New England et Philadelphie juste avant, 1 et 2-0, solide comme pas possible. Enfin, ils étaient sur une autoroute pour la dynastie, pour la deuxième victoire de suite, parce que je pense que s'ils accueillent Seattle chez eux, c'est un match complètement différent. Effectivement, il y a des faits de jeu,
Mais 2019, ça marchait bien. C'est à partir de 2020 où, effectivement, il y a le Covid. Effectivement, de l'intérieur, tu sais un petit peu plus que il y avait des équilibres ou des déséquilibres qui étaient quand même assez flagrants. Il y a eu une blessure importante de Joseph Martinez. Il y a plein de facteurs qui ont fait que c'est tout un ensemble. Et tu vois, comme je te disais précédemment, à Toronto, il y a eu un environnement super positif et qui a participé à l'éclosion d'énormément de joueurs que tu n'attendais pas nécessairement. Mm. Quand cet environnement s'est un peu évaporé, tu as fait venir des joueurs de top niveau mondial, comme Insigne, Bernardeschi et tout, et ça prend pas maintenant. Pourquoi? Parce que peut-être que cet environnement, il est moins propice. Donc c'est un peu, pour en revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est l'environnement? C'est, ça serait trop facile si faire venir les meilleurs joueurs. Et tu vois, là, d'un point de vue extérieur, ça va être super intéressant cette année parce que sur le papier, tu recrutes super bien quand tu es Atlanta. Sur le papier. Mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que l'environnement sera le bon timing? Mais c'est la beauté du foot. C'est la beauté du foot de C'est- savoir comme Real Madrid avec les Galactiques, bah, c'était pas mm. une victoire automatique. Tu as des jeunes du centre de formation du Barça qui les ont tabassés pendant 5 ans. Et, ouais, tu sais, et qui ont émergé en tant qu'équipe. Donc, c'est là où c'est la beauté du foot. C'est là où tu as des environnements, tu as des systèmes, tu as des aventures humaines qui arrivent à prendre le pas et prendre le dessus sur une somme d'individualité. Tu vois que Garth Lagerwey, comme il le dit, je sais pas si tu as regardé Inside MLS, le documentaire, et c'est ultra intéressant, je trouve, l'épisode sur Atlanta, parce qu'en gros, les dilemmes auxquels il a fait face la saison dernière, quand t'es supporter, tu les vois pas du tout comme ça, et lui, c'est ultra intéressant de se dire, justement, comme tu le dis, c'est pas que le coach, c'est la responsabilité, en fait, de tout le monde dans l'écosystème du club, tout simplement, et j'ai trouvé l'épisode hyper intéressant, où je pense que le questionnement était assez large. Et je voudrais rebondir sur totalement autre chose. Le jour dans ton podcast BMC, alors j'ai compris que tu parlais d'un grec de Giacomakis, et ça va m'amener du coup à la culture. Lui, il y avait eu des rumeurs, moi je me souviens d'une possible arrivée, je crois que c'était du côté de Bordeaux ou je sais plus trop, et tu disais que lui, il avait pas envie de venir en France. Je l'ai connu lui à Venlo, le mec était trop fort, et j'étais sûr qu'il allait réussir en MLS, mais c'est fou de se dire que le gars, pas chaud de ce que tu disais de venir en France. Mais c'est une preuve d'intelligence incroyable. Et bon, je te corrige, entre guillemets, c'est notre podcast. C'est une aventure à trois avec toute une équipe qui nous suit. Mais ouais, ouais, c'est tout sauf mon podcast exclusivement, au contraire. Et Seb, sans eux, il y aurait absolument rien de tout ça, mais on se comprend très bien là-dessus. Ouais. Ouais, c'était une discussion. Il m'avait dit qu'il avait eu Bordeaux et Nantes et qu'en Mm. fait, d'avoir étudié, d'avoir vu un petit peu le championnat français, c'est tellement difficile pour un attaquant que, en fait, si tu penses vraiment à ta carrière et si tu as un plan et tout, effectivement, c'est un risque bien plus important d'aller s'exposer en France dans un club de seconde zone, hein, parce que Bordeaux était en Ligue 2 et Nantes était en Ligue 1, mais c'est la seconde moitié de tableau pour être très lucide. Vraiment, Nantes, c'est pas le top 10 du tout. Et donc, du coup, dans une équipe où tu n'as pas forcément le ballon, où tu dois marquer des buts, et quand bah, si tu suis un tant soit peu le football, tu réalises que Messi a mis plus de 6 mois à dépasser la barre des 2 buts. Tu sais que en France, ça défend bien. Tu regardes le paysage du football mondial, tu vois des défenseurs centraux français dans tous les top clubs du monde. Et c'est juste que culturellement, effectivement, ça va être dur. Et en plus, l'adaptation, et on en parle dans notre, bah, je pense que le sujet, c'était s'adapter à un vestiaire français. Et c'est un peu ça, c'est dur, Mm. hein. Le foot en France, il y a tellement de qualité. Tu vois, en MLS, il y a de la qualité, très, très grosse qualité en fonction du club, de 10 à 16 joueurs. Mais ensuite, tu as vite un gap entre dans les bons clubs, joueurs 17 à 22, 23, dans les moins bons clubs, joueurs 12 à Mm. 23. Tu vois, c'est la disparité de niveau. Moi, quand j'arrive à Toronto, j'arrivais d'Auxerre, qui était un des plus gros budgets de Ligue 2. On avait vraiment une équipe super solide avec 22 titulaires de Ligue 2. J'arrive à Toronto, un Pozuelo, c'est largement au-dessus en qualité. Tu as quelques joueurs qui sont, qui étaient à un niveau près. Un Mike Bradley, il avait une expérience, un Josie Altidore, ils avaient des expériences de très très haut niveau que Mm. personne à Auxerre n'avait, hormis peut-être Ludo Obraniak. Et encore. Ceci étant dit, les oppositions en 11 contre 11, tu pouvais fermer les yeux et mettre juste des joueurs à leur poste, tu voyais pas la différence entre un titulaire et un remplaçant. À Toronto, si tu faisais les titulaires contre les remplaçants et tu disais vraiment, écoutez, là, vous jouez votre vie, ça termine à 5-6-0, tu vois, et c'est pas rigolo. Ouais. Je te dis pas que c'est pas rigolo, mais tu sens que c'est comme un match de coupe, où il y a vraiment une disparité incroyable entre les niveaux à Toronto et même aux États-Unis de manière générale.
Moi, ce qui me choquait, c'est que les coachs, ils bossaient avec leur équipe titulaire dès le mardi pour le samedi. Si tu fais ça en France, mais tu as des attentats à tous les entraînements. Les remplaçants, ils disent: Ah ouais, moi je suis pas titulaire et tu vas me le. T'es assez confiant pour que le mardi, je le sache. Il y a personne qui va survivre. En France, tu peux pas te le permettre. Je me rappelle, Non. mon souvenir le plus récent, c'était Pablo Correa. La Enfin, dernière, il faisait l'entraînement de veille de match à 16 pour ne pas avoir à limite, et tu découvrais la composition 1 heure et demie avant le match, avant de partir au stade. ouais. Allez, 3 heures avant le match, pardon. Essayer de lire entre les lignes du 8 contre 8 de fin de séance. Ah, il mettait souvent le latéral droit avec le stopper droit, tu sais, il mettait un petit peu les connexions. Mais il le savait pour pas foutre en l'air la séance d'entraînement, tellement il y avait une homogénéité dans l'effectif. Là, moi, j'étais à Toronto, et il me disait: Ouais, tu vas être titulaire le lundi ou le mardi. J'ai halluciné, tu vois, j'ai dit: Comment ça? Bah ouais, l'équipe titulaire pour samedi prochain, c'est ça, 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 ça et ça. Je dis: Mais t'as pas peur que blessure? Moi, et si, bah si, s'il y a un mec qui s'entraîne un peu moins, tu vas peut-être le sortir ou s'il y a une blessure, mais en gros là. Et ça, que tu valides ou pas, il y a eu des résultats, mais quand il n'y a pas de résultats, ça crée une atmosphère pas Mm. possible. Ce que je veux te dire par là, c'est on en revient encore, tu sais, un peu la différence culturelle et pour en revenir à Gigi, quand il me dit: Ouais, ouais, moi la France, il allait aller au Japon avant d'aller en France, hein. Parce il avait un club japonais, il me semble. Et en parlant, et ça, c'est une preuve d'intelligence. Si culturellement, t'es pas lié de près ou de loin, si en toi, tu n'as pas une force mentale incroyable et que tu sais que l'environnement est comme ça, à un moment donné, c'est un très très bon choix de carrière. Et toi qui as joué avec Thiago Almada, qui arrive à Lyon, ça t'étonne pas en fait, parce que là il est quand même en train de, tu vois, dans les médias, je me souviens, moi j'écoute beaucoup l'after-foot, et tu vois, c'est tout bête, mais un Daniel Riolo, on sait comment il est, son avis sur la MLS. Quand Ouais, il est arrivé, il disait ouais, l'Argentin, machin. Et là, ça fait quelques matchs qu'il le voit, il dit ah, c'est quand même pas mal, et si on pouvait le voir un peu plus. Et, je, et quand tu le vois, enfin, il a déjà une expérience à Botafogo où je pense que là, il a mis un peu tout le monde d'accord sur le continent américain. Et là, ça va être intéressant, je pense, à Lyon, son entente avec Cherki, ça a l'air de plutôt bien prendre en plus. Mais lui, c'est fort. c'est fort, Thiago, toi qui as connu, c'est vraiment. Thiago, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Mais après, encore une fois, tout est question Ouais, d'adaptabilité. bah, tout à fait, oui. Tu vois, c'est-à-dire que il a coché, il a masterisé le niveau MLS. Après, c'est comment, jusqu'à quel point on peut dire qu'il a progressé et jusqu'à quel point on peut dire qu'il a perdu son temps. Pourquoi? Parce que cette Mm. marche ensuite à Lyon, elle est largement supérieure parce que tu arrives dans un championnat où tu peux pas descendre dans le pied des défenseurs centraux, demander le ballon et remonter un peu le ballon tout seul ou tenter ça 10 fois, 15 fois par match. Parce que le vestiaire va pas t'autoriser, le défenseur central va pas te passer la balle, le milieu de terrain va te replacer, le coach va t'embrouiller, les attaquants. Donc le niveau de demande et le niveau de culture est beaucoup plus fort en Europe. Pourquoi? Parce que bah, c'est le gagne-pain de tout le monde. Aux États-Unis, encore une fois, j'en reviens, il y a ce déséquilibre dans le vestiaire que le joueur de classe moyenne américaine, eh ben, il se sent un petit peu inférieur juste dans le cursus footballistique parce qu'il dit, bah, moi, Ouais. c'est vrai que c'est mon papa qui m'a amené en 4x4 tous les jours à l'entraînement. On payait 2000 $ par an pour que je joue au Ouais. foot. Et en plus, on faisait de l'entraînement particulier à côté. Ça coûtait 5000 $ par an à mes parents dès l'âge de 13 ans pour m'emmener dans tous les déplacements, dans tous les showcases. Enfin, c'est un environnement footballistique complètement différent. Donc, du coup, il y a ce côté, les Européens, les Sud-Américains qui viennent d'environnements beaucoup plus challengeants, ils arrivent dans le vestiaire et ils perçoivent tout de suite que, oula, tu regardes bien, la culture de tous les clubs est quasiment dictée par le DP qui est en place et qui cartonne. Et c'est là l'axe de progression de pas mal de clubs de MLS. C'est comment est-ce que tu peux être un club un peu plus fort et une culture un peu plus forte où les gens viennent s'adapter à la culture de ton club. Et justement, tu m'amènes à un point que je voulais évoquer avec toi, c'est l'encadrement de la masse salariale, la construction des listes, des rosters. Est-ce que pour toi, c'est pas un frein aujourd'hui au développement de la MLS? Parce que c'est quand même le charme de la MLS. De chaque saison, il peut y avoir un vainqueur différent. Mais pour se rapprocher des grandes ligues européennes, est-ce que c'est pas un frein pour toi, cette masse salariale et cette construction des rosters? Oui et non. Oui, c'est un frein parce que arrive un moment dans ta construction d'effectifs où tu te dis, j'ai plus rien et il faut Ouais, que tu recrutes à un poste important. Donc, bah, la stratégie est encore plus importante. Mais au final, c'est la même chose en Europe. Parce que si t'as pas une limite, les gens ont tendance à trop dépenser et à se mettre dans le rouge et à faire des panic buy tout à fait.
j'utilise un exemple qui est à la disposition de tout le monde. Tu le vois sur Netflix dans l'épisode de Sunderland, là, dans la série Mm. Sunderland Till I Die. Il recrute l'attaquant, tout le monde le déconseille et il casse la banque dans un panic buy qui flop complet. Ils descendent en League One, en troisième division anglaise, avec un Mm. mec qui a le salaire d'un joueur de Ligue des Champions partout ailleurs dans le monde. T'es prémuni de ce genre de choses. T'es pas prémuni de mauvaises décisions. Mais après, si tu prends purement dans les chiffres, les titulaires de MLS ont des très bons salaires de championnat européen, pas de Ligue des Champions, sauf pour les trois potentiels DP. Mais pour le reste, si tu as 750 000 dollars à donner à un latéral droit, tu auras un latéral droit de très très bon niveau. Ensuite, c'est le nombre d'internationaux. Est-ce que tu es capable d'avoir des joueurs locaux à ce niveau C'est là où c'est intéressant. Tu vois, moi, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que si tu te penches un tout petit peu plus sur le développement de tes jeunes dans l'académie, c'est U22, là c'est spot U22, et ben en fait tu les utilises pour tes super joueurs prometteurs. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher un étranger de 20, 21, 22 ans, Mm. si toi tu as un jeune international du style Caleb Wiley, du style Tanner Tessman, du style ces jeunes joueurs qui cartonnent en Europe ou qui sont exposés en Europe et qui ont moins de 22 ans, Ah bah bon, tu les Bito? gardes. Chris Bombito, dans ton salary cap, il peut aller contre 200 000 dollars. Mais tu peux le payer beaucoup plus. Alors bien sûr, il faut que tu aies l'aval de ton owner, de ton propriétaire, mais tu as quand même, stratégiquement et dans la vision, si tu es bien en place, tu as l'occasion de bien bosser. Ensuite, effectivement, tu es sur un pied d'égalité par rapport aux autres clubs de MLS. C'est vrai que bah, quand tu as Cruz Azul qui arrive et qui va prendre Bogus contre 8, 9, 10 millions de dollars et qui va lui offrir le double du salaire en net, effectivement, le joueur, il veut partir, tu vois. Mais dans le fond, est-ce que ta ligue est pour autant impactée? Est-ce que ton match day experience, tu sais, à un moment donné, c'est important d'avoir des joueurs qui veulent être là. Si un joueur, tu lui proposes un tout petit peu plus et il veut partir, t'as le même problème en Europe avec l'Arabie Saoudite. Tu comprends? Donc, à un Oui. moment donné, c'est ton pouvoir de rétention, c'est comment tu joues. Et encore une fois, je reviens à c'est ce que tu donnes au quotidien aux joueurs. Parce qu'à un moment donné, quand tu es joueur de foot, effectivement, l'argent, c'est très important. Si tu passes du simple au triple, tu pourras rarement rivaliser. Mais il y a beaucoup de joueurs étrangers qui viennent en MLS et qui savent qu'ils sont très très bien lotis. Eh Donc en oui. fait, c'est le choix de ces joueurs étrangers. Mais je pense qu'il y a effectivement, du point de vue d'un dirigeant de la Ligue, c'est compliqué de rivaliser, surtout quand ton mercato l'été ferme 2 semaines avant le mercato européen. Bah, le joueur, il se dit, bah, moi j'ai encore 2 semaines pour d'autres. Donc là, t'es coincé. Mais là, le mercato, il est ouvert encore, alors qu'il est fermé partout ailleurs en Europe. Tu peux aller chercher des joueurs en position d'échec ou qui sont à 3 mois de la fin de leur contrat. Il y a moyen de s'adapter et j'ai l'impression, tu vois, avec la Super League et tout, que beaucoup de clubs aimeraient arriver dans une ligue fermée, aimeraient arriver dans beaucoup plus de garanties de revenus et tout que la MLS a. Et ensuite, tu as une expérience game day qui est top niveau. Je pense que c'est un mal pour un bien au vu de l'état du football actuel aux États-Unis aussi et du réservoir. Enfin, toi qui as connu donc depuis 2019, du coup, le niveau, t'en penses quoi de l'évolution? Parce que là, c'est vrai que maintenant, on est une ère où t'as l'arrivée de Messi. Moi, pour suivre depuis maintenant 6 ans, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration du niveau, de la formation des jeunes. Et puis, t'as la Coupe du Monde qui va arriver en 2026 qui est un peu l'apothéose à tout ça. Donc, toi, t'en penses quoi de l'évolution du niveau? Parce qu'on va quand même dans le bon sens, malgré tout, que les restrictions budgétaires ou autres, enfin, restrictions à On va l'encadrement, on clairement va dans dire. le bon sens. On va clairement dans le bon sens. C'était dans un championnat qui est suffisant. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est une belle surprise. Et j'en parlais avec Hugo Loris qui disait, waouh, tu sais, je suis surpris à bien des égards, et du niveau, et de l'atmosphère, et de l'ambiance. Comment ne pas être injuste vis-à-vis de clubs de seconde zone français? Mais si tu omets le contrat, tu te Mm. retrouves dans une grande métropole ici à peu près quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même un joueur qui joue dans les marchés un peu moins prisés comme Real Salt Lake, tu vas habiter à Salt Lake City, en MLS ça fait pas rêver. Mais si tu as vécu à Sochaux, à Guingamp ou À 3. Troyes, à Reims, peu importe, tu vois, moi Mais je oui. suis attaché à ces endroits, j'aime beaucoup. Mais ton expérience de vie, elle est boostée. Et là, tu es sur les marchés où les joueurs en MLS eux-mêmes n'ont pas vraiment envie d'être tradés. C'est un peu les, tu vois, Mm. LA, c'est mieux d'être à Atlanta, Miami, Toronto. Enfin, tu vois, les villes, même Montréal. Montréal, c'est un super step-up par rapport à énormément de villes en France dans, dans le cadre de vie. Ensuite, les trois quarts des stades, si ce n'est plus,
sont remplis à 95% tous les matchs. Donc, ta motivation intrinsèque de footballeur, c'est-à-dire je veux jouer dans des stades remplis et tout, bah, c'est le cas. Tu vois? C'est le cas. Tu as Ouais, des c'est sûr. expériences game day. Chaque match, t'as pas un match où tu dis: «Oh là, on va jouer devant 4 000 spectateurs, ça va sonner creux et tout». Heu, tu à minima, tu as 15 000 à 20 000 spectateurs dans une enceinte relativement moderne, dans des super conditions où c'est un peu un show à l'américaine. Tu te dis: «Hey, je fais du foot pour des moments comme ça aussi». Donc, tu es satisfait à ce niveau-là aussi. Donc bien sûr que tu es sur une pente ascendante, les centres d'entraînement. Atlanta et Toronto, moi, ce que j'ai connu, et puis après, j'en ai visité d'autres. J'ai vu celui de Miami, j'ai vu celui de New York City FC. J'en ai vu pas mal. C'est de très bon niveau. Los Angeles, un petit peu, enfin, mais c'est vraiment de très très bon niveau. T'as des structures pour faire ton métier au quotidien qui sont incroyables. Un cadre de vie qui est au pire une expérience, qui est généralement incroyable aussi. T'es dans une Mm. grande métropole d'Amérique du Nord, ça reste une expérience, tu vois. Donc ça, c'est à mettre à l'avantage de la Ligue, de la MLS. Ensuite, le niveau, il progresse, oui, et en même temps, il faut toujours que ce soit un peu sous contrôle, parce qu'effectivement, là, au bout d'un an, tu peux avoir une green card, donc des étrangers deviennent, ils Ouais. sont considérés comme des joueurs américains. Les clubs ont l'impression que c'est une bonne chose, mais ça freine le développement des jeunes Américains aussi, parce qu'il faut leur laisser la place. Les clubs se structurent, ils ont des académies maintenant, alors qu'il y a 10-15 ans, tu étais obligé de passer par la case université. Ça aussi, c'est très très positif. Mais il y a quand même des problèmes une fois que tu signes un contrat avec l'équipe 2, tu es considéré professionnel, donc tu peux plus retourner en université, donc tu tires un trait sur ta carrière académique et tu n'as aucune garantie d'être un bon joueur de MLS. Tu as pas mal de choses encore à bosser, mais ça, c'est l'évolution normale d'un championnat qui reste super attractif, super intéressant et effectivement qui est super jeune. Donc, tu as encore des ajustements à faire. Mais je pense que le salary cap, c'est mieux de le grossir et d'enlever toutes ces tames, gammes, machin, que tu puisses le gérer un peu comme tu veux. Mais en même temps, ce côté stratégique, il est hyper important parce qu'il donne un rôle important aux dirigeants. Et les dirigeants sont beaucoup plus responsables de la trajectoire et de la direction que le club prend. Et donc, du coup, c'est un Ouais. travail d'équipe, que ce soit l'effectif, que ce soit le staff technique ou bien le front office, comme ils disent ici. Et je trouve que ça donne un côté assez attractif comparé au j'arrive avec une montagne d'argent et puis tous les joueurs qu'on veut, on les surpaye, on les empile. Mais quelque part, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes pas? Personne ne peut se reconnaître. C'est difficile de construire une identité dans l'urgence. Effectivement, tu attires des joueurs qui veulent venir pour ton salaire. Alors que c'est vrai que bah, tu es Atlanta, tu peux vendre une expérience stade, tu peux vendre des qualités de vie, des conditions d'entraînement top niveau. Mais bien sûr que tu as des choses à corriger ou à améliorer. Mais ça, c'est ce qui rend la MLS attractif, pas seulement pour les joueurs, mais aussi potentiellement pour le brain trust, en fait, pour les dirigeants. Mais tu le vois de toute façon au niveau formation, tu as des académies comme, bah, Philadelphie, hein, rien que les voir, tous les joueurs qui sortent, c'est aujourd'hui le joueur américain, je pense il y a quelques saisons, il avait pas la cote auprès des peut-être des clubs européens qui étaient plus réticents, mais aujourd'hui, tu as quand même un petit peu plus qui s'exportent plus jeunes, je trouve. Au moins, ils n'ont pas peur de passer le pas. Et Ouais, Philadelphie, c'est un excellent exemple. Ils investissent pas du tout sur le marché des transferts. Ils veulent former leurs jeunes avec un style de jeu, si tu me demandes, très rudimentaire, mais qui rend le scouting mmh, et le positionnement sur des joueurs très facile parce que c'est très direct, c'est très athlétique, c'est un petit peu moins élaboré, mais finalement, tu as une vision et tu as une philosophie qui est très très claire et donc mmh, du coup tu te trompes beaucoup moins sur les recrutements. Donc du coup, mais par exemple, tu vois, moi Philadelphie, depuis que j'arrive en MLS, c'est le club le plus régulier. ouais. Sauf que l'année dernière, ils se sont pas crachés à moitié. Ils se sont crachés en étant horribles footballistiquement, en étant horribles à domicile alors que c'était un peu Bah, c'était une forteresse, hein, à exactement. domicile, Et c'était donc leur musique quand tu prends des buts, nous avec Toronto, on s'est fait laver là-bas, mais vraiment, c'était le club qu'on détestait jouer à l'extérieur. Et quand ça explose, quand ça pète parce que, ouais, effectivement, physiquement, quand ça suit plus, bah, c'est difficile parce que tu t'en sors pas par le football, tu vois. mmh, Mais tu vois, pour parler de clubs et d'environnement qui marchent bien, LA, Columbus, ouais, c'est deux des plus beaux champions que j'ai vus, que ce soit par le football, que ce soit par le message véhiculé, que ce mmh. soit par la qualité de jeu, que ce soit par les joueurs qui sont mis en avant. C'est une super vitrine pour la. Enfin, moi j'avais vraiment peur que Red Bull soit un champion MLS. Je Ça pense qu'ils aurait peuvent été. l'être cette année, moi.
Ça, Alors, Choupo-Moting, je trouve que c'est un super recrutement. ouais. Je trouve que c'est génial d'avoir une philosophie. Mais je ne suis pas sûr que pour les footballeurs, ce soit attractif que des clubs comme Red Bull et Philadelphie en l'état en MLS gagnent. Pas parce qu'ils bossent mal, parce qu'ils bossent super bien, parce que c'est très clair. Mais parce que c'est un système et c'est un jeu qui épuise les joueurs et post 30 ans. Bah en fait, si tu as joué que dans un système comme ça, tu as de valeur Mm. pour aucun autre club qui valorise la possession, qui valorise un peu l'intelligence de jeu et tout. Donc, quand tu arrives en fin de carrière dans ces joueurs, dans ces clubs-là, qui est 28, 29, 30 ans, tu vois, un Aaron Lang, il voulait lui proposer qu'un an parce qu'il avait dépassé 30 ans. Et donc, du coup, là, il va se régaler à LAFC, il a prolongé, enfin voilà, il est Mais tu le sur. vois dans Inside MLS, le cas de Tim Parker. Il a 31 ans, il a fait 3 clubs en 6 mois quasiment. Enfin, c'est. Mais regarde les clubs qu'il a fait. Bah Après, oui, Red Bull. Houston, il a fait New York. Bon, là, pour le coup, il est revenu à Red Bull. Mais tu te demandes. Ça va être intéressant, tu te demandes à quel salaire, dans quelle mesure, si c'est pour vraiment jouer 10 matchs par an, tu vois, ça en prend sa toute. Mais il est parti à Saint-Louis, qui a un style de jeu énergivore. Et le directeur sportif de Saint-Louis, il l'explique complètement. Il dit, il a un certain âge, il a des métriques qui remplit plus, boum. Et c'est à prendre en compte. C'est une surprise pour personne. Donc quand Mm. tu es joueur de 28 ans, que tu signes 3 ans là-bas, potentiellement, c'est ta fin de carrière. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'autres attributs que tes attributs physiques, dans une équipe qui est tout basé sur l'athlétique, bah, à un moment donné, tu n'auras plus de valeur. Pourquoi? Bah, parce que c'est les métriques physiques qui sont bien plus importantes que ce que tu amènes globalement dans dans le football à son sens un tout petit peu plus noble du terme, je dirais. Toi, quelles équipes te plaisent cette saison? Cette saison, c'est tôt. C'est C'est vraiment tôt, tôt. bien sûr. Mais dans la C'est construction des rosters. Mm. globalement, moi, je suis fan de Wilfried Nancy. Je trouve que le football qu'il propose, je vois la manière dont Columbus a gagné ses deux premiers matchs avec deux joueurs offensifs sur trois en moins, avec Coup de Cucho qui était, à mon avis, unanimement le joueur le plus impactant en MLS, qui savait tout faire. Mm. Le contrôle avec lequel ils ont gagné les deux premiers matchs, c'est un super exemple de club qui fonctionne bien. Même s'ils ont De, pris une gifle là cette semaine contre LA. c'est pas facile. Ah, Avec un Denis Banga était en feu. Et ça, c'est un autre truc parce que Kamba à Chicago était en feu et ils ont quand même réussi à gagner. Là, Ouais, c'est peut-être effectivement, il y a plusieurs. Voyager 3 jours après un match dans un froid de canard à New England, tu dois ouais. traverser le pays, mais vraiment d'est en ouest et du point le plus loin à l'est, du point le plus loin à l'ouest. 3 heures de décalage horaire, match de Ligue des Champions avec un effectif où sur le banc, tu as 19 joueurs et 2 gardiens. Enfin, tu as 6 joueurs sur le banc et 2 gardiens, dont 3 jeunes du centre. Là, ils sont vraiment courts pour être compétitifs. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? J'ai pas vu leur match là, mais Columbus, j'aime beaucoup. LA Galaxy, j'aime beaucoup. Charlotte, je trouve relativement intéressant. Même si, tu vois, là, c'est la MLS dans toute sa splendeur. On te met Zaha. J'ai regardé tout le match. Zaha fait un match catastrophique. Wilfried Zaha, catastrophique. Mais il marque un but. Franchement horrible. Bah, Et Bartholdi, maladroit. Enfin, il dévie, ça tombe dans les pieds de c'est l'attaquant, ça. but. Il veut y aller tout seul alors qu'il doit la glisser. Au final, Voilà, c'est un tampon qui glisse le ballon et qui crée le c'est but. ça. Franchement, et puis la première mi-temps, il est éteint par un petit jeune qui vivait sa première titularisation à l'extérieur, qui est au demeurant un potentiel potentiellement intéressant, tu vois. Mais c'est la MLS, tu vends ton produit. Mais Zaha, c'était catastrophique sur le match et il a joueur de la semaine, ou pas loin, tu vois. Ouais. Mais Charlotte a bien d'autres positions, tu vois. La Malanda, défense, hein. Leur incroyable. gardien est Malanda, Le waouh. gardien est très fort, Malanda c'est très fort, c'est très cohérent au milieu, même si je suis pas nécessairement un grand fan des deux six, mais ils bossent super bien ensemble. Il y a une grosse cohérence à Charlotte. Philly est marrant pour le coup, là, leurs deux premiers matchs, ils sont redevenus le Philly que moi j'ai beaucoup j'ai Clinique. regardé. J'ai regardé les XG, franchement, c'est 100% de réussite, hein. C'est 100% de réussite, mais ça, tu vois, je peux pas te laisser dire ça parce que je regardais le match contre Cincy, Ah bah, oui, ils leur bah alors. tapaient dessus. Et Bah donc, après, Cincy enchaîne beaucoup aussi. il y a aucun problème. Et Cincy, c'est potentiellement une équipe qui est assez bien construite. Ça va Ah être oui. intéressant. Moi, j'ai pas du tout aimé l'espèce de mouvement Evander, Acosta. Putain, Bah, je trouve que Lucho. c'est critique pour justement euh, que Acosta fasse un drame pour aller à Dallas. Si c'est pas financier, c'est quoi? Que Evander fasse un drame
qu'il l'ait rendu public à Portland et qu'il se retrouve à Cincy. Cincy, c'est un club marrant. C'est un club qui fonctionne bien. Grosse ambiance en plus. C'est un super stade. euh, mais vraiment, tu vois, j'ai pas trop apprécié. J'ai pas trop apprécié. Et par contre, j'adore. Ça fait super intéressant de voir un jeune, très très bon joueur que je suivais à Lens, Pereira da Costa, à Portland. Ça va être marrant. Ça va être marrant parce que tu vois, il arrive un petit peu comme je remplace une star et tout, mais en football, j'attends de voir. Mais ça va être une histoire marrante, tu vois. Ça va être une histoire marrante, mais ça va être intéressant de voir. C'est vrai que ces clubs-là sont marrants. Ces clubs-là enfin, font la Et promotion Atlanta, tu les vois comment? je vois très très bien un, un scénario où c'est très très fort, c'est fort devant, tu vois, mais je vois bien un scénario aussi où c'est peut-être un poil déséquilibré, Bah, tu vois. moi, ce que j'ai vu sur les 2 premiers matchs, c'est que Almiron, il cancel un peu Miranchuk. Il se marche dessus. Miranchuk, il est invisible sur les 2 premiers matchs. Emmanuel Atlas, s'il a pas de profondeur, j'ai peur que ce soit compliqué et tu vas te taper des blocs bas beaucoup de fois cette saison. Et bah après, il faut voir quand tu auras Amador et Brooks Lennon qui vont être de retour. Mais en tout cas, Brad Guzan, incroyable le retour qu'il nous fait après ses blessures là. Toi qui as été à ses côtés, bah, le poste de gardien, c'est quand même particulier. Enfin, c'est la résilience du gars, c'est incroyable quand même, hein. T'as utilisé le bon mot, c'est la Pouah. résilience. C'est une force de rien lâcher qui est admirable et qu'il faut souligner. Moi, je me suis dit, c'est fini quand il s'était fait le tendon d'Achille. Je veux dire, il était revenu avec du mal et en fait, bah, tu vois, ils ont pris Josh Cohen, mine de rien, en doublure, qui était titulaire, je crois, en Israël. Et au final, bah, Brad, il fait le boulot, quoi. C'est impressionnant. Ouais, Mais ah ouais, non, comme j'ai dit, c'est la résilience et là, pour le coup, c'est le soutien d'un club aussi. C'est le ouais. soutien d'un club aussi. Et tu parlais d'un truc intéressant tout à l'heure, les déplacements en MLS. Ça, c'est un truc que je me pose tout le temps. C'est vrai que mine de rien, c'est un pays, c'est un continent quasiment. Enfin, t'as le décalage horaire qui est fou, les déplacements sont fous. Comment vous, les joueurs, vous le vivez? Vous partez un jour à l'avance? Ça s'organise comment en fait? Quand tu vas hors conférence ou même des fois dans la conférence? Enfin, c'est des Dans gros la déplacements. conférence, tu voyages la veille, tu as des avions privés. Maintenant, en fait, le Covid a eu un impact assez difficile pour tout le monde. Ce qu'il a bonifié et grandement MLS, c'est que maintenant, tu voyages dans des avions privés. Et, Ouais. euh, et ça facilite énormément les déplacements et la récupération, surtout en conférence. Après, la conférence Ouest, c'est autre chose parce que bah, Minnesota, ils sont dans la même conférence que LA, tu vois. Et c'est diamétralement opposé. Avec Toronto, ma première année, on voyageait en commercial, comme on dit, donc on prenait des avions de ligne. Toronto était un aéroport assez important, mais tu partais la veille du match et tu revenais le lendemain du match. Donc tu partais 3 jours pour tous les déplacements. Et quand Ouais. tu allais à Los Angeles, ou sur la côte ouest, tu partais encore un jour d'avance pour pouvoir t'entraîner, Wow. t'adapter au décalage horaire. Mais même ça, mon premier match sur la côte ouest à Vancouver, je me rappellerai toujours, on rentre dans le stade. Il est 7 heures heure locale. Enfin non, il est 5h30 heure locale. Mais donc du coup, il est 8h30, 9h dans mon organisme. Tu te dis, le coup d'envoi, il va être donné à 22h30. Tu le Il y a ressens vraiment ça? je le ressens vraiment. Ouais. Et encore plus, bon, là, c'est le sommeil, et c'est un sujet qui m'est très Hmm. très cher, juste par rapport à ma femme qui est somnothérapeute, mais Ok. c'est logique et encore plus vu la manière dont moi je suis câblé. Pour d'autres, ça l'est moins, tu vois. Il y a des gens qui, aux 3 heures de décalage, il n'y a pas de problème, ils se réveillent à 9h au lieu de se réveiller à midi, tu vois, et puis Oui, bah voilà. oui. Mais chacun a son rythme, et pour des gens qui ont un rythme un petit peu plus matinal comme le mien, waouh, c'est vraiment super dur. Et c'est vrai que les voyages sont éreintants. Après, maintenant, de pouvoir revenir juste après le match, tu arrives à 2-3 heures du matin, comme tu le fais en France, que tu Hmm. prennes le bus ou des avions privés. Mais au moins, tu es de retour chez toi, tu dors dans ton lit, même si c'est moyennement. Parce qu'avant, tu dormais mal à l'hôtel. Ouais. Toute la journée du lendemain, tu voyageais. Et en fait, t'as vraiment des jours qui te servaient à rien dans ta vie. Les lendemains de match, c'était des jours rayés. C'était que des jours de voyage, tu vois. Donc, ouais, c'est challengeant. Après, depuis Atlanta, c'est quand même pas mal. Parce qu'Atlanta, tu es à peu près à 1h30, 2 heures de, de, de 3 quarts de la ligue. C'est-à-dire que Chicago, Dallas, Houston, Toronto, Montréal, toute la côte Est, Miami, tout est dans un rayon de 1h30, 2 heures. Tu vois, il y a juste, voilà, Los Angeles, Seattle, Vancouver, il y a vraiment juste la côte Pacifique qui s'éloigne. Mais même Salt Lake est à 2 heures, 2h30. Donc, d'Atlanta, avec les vols privés, tu le subis beaucoup moins. Toronto, pour aller à Miami, c'est 3h30. Donc, c'est fatigant.
C'est Ouais, quand fatigant. même, quand tu fais un Miami, Vancouver, quand tu Ah, le Miami-Vancouver, c'est autre mais là, chose, quand ça tu c'est vois autre chose. la CONCACAF, je pense qu'actuellement, là, enfin, c'est le début de saison, les joueurs sont pas prêts, mais tu vois l'enchaînement des matchs des équipes de CONCACAF, enfin, les Galaxy, là, avec tous les blessés qu'ils ont, je pense que ça peut être compliqué sur cette saison. Et j'ai tendance à dire que, tu vois, les Galaxies, pour les avoir vraiment suivis, parce que j'ai de l'affection pour le staff, et Mmh. il y avait pas mal d'ex de Toronto à LA, le football n'a pas changé, en fait. Et tu fais la promotion d'un football qui est le même, peu importe qui est sur le terrain, tu comprends? Et que tu recrutes, du jour où tu recrutes les ailiers inversés, ou bon, c'était même pas tant inversé que ça, parce que Pencil et Peck, de base, ils voulaient jouer sur le même côté. Pencil, il voulait jouer pied fort, et Peck, il voulait jouer pied inversé. Mais tu as été capable voilà, de donner sa chance à Jovelic, qui était frustré par Cucho pendant des années. Mais à un moment donné, quand tu mets les joueurs que tu veux, que tu as un système qui est assez clair, il n'y a pas de problème, mais c'est un football qui est un peu plus élaboré, donc qui est un petit peu plus compliqué à mettre en place pour tout le monde. Mais quand c'est mis en place, retape-toi les playoffs. Tu t'en mets 4 et 5 à Colorado, t'en mets 6 à Minnesota, t'as un match difficile. T'as un match difficile contre Seattle qui se met un but un peu Mmh. tout seul parce que ils sont tellement inférieurs psychologiquement déjà à l'approche du match et ensuite sur le match. Et ensuite la finale, sincèrement, si Red Bull marque pas sur coup de pied arrêté et que t'as un espèce de 2-1 un peu déguisé, il leur marche dessus. Il y a 2-0 au bout de 15 minutes à domicile. Ah, c'était à Euh, sens unique la finale, hein, quasiment, hein. les quatre autres fois, ça finit à 4-0. Donc Mmh. Columbus a galéré, mais a gagné au football Mmh. l'année précédente. Cette année, ça a été une masterclass. Mais les gens, ils ont déjà zappé, ils sont passés à autre chose, et sous prétexte que ça a été mal avant. Mais c'est le football que tu as envie de voir. C'est le football Ah que tu as oui. envie de voir. C'est un football offensif. Tu marques des buts, tu as du bon football, et tu as ton top joueur qui se fait les croisés. Donc, Mais ouais, c'est tu vois, tu parlais des favoris tout à l'heure. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est LAFC et Seattle. Pour toi, c'est des équipes qui c'est tiennent des, la route aussi, ouais. c'est des équipes qui tiennent la route, qui sont hyper cohérentes en MLS. Tu vois, j'aime assez bien Cherundolo dans une interview il n'y a pas longtemps. Disait, on prend pas beaucoup de buts sur transition, on en met beaucoup en transition. On marque beaucoup de buts dans le jeu, on n'en prend pas Mm. beaucoup dans le jeu. Bien sûr qu'on va être critiqué, c'est vrai que ils sont quand même pas mal Denis Bouanga dépendants, tu vois. Et tu parles d'un profil parfait pour la MLS aussi. Je trouve qu'il fait passer pas mal de ses adversaires directs pour des enfants, tu vois, juste physiquement. Mais c'est vrai que Denis, il tente, tu vois, il Ouais. marque. Ah, tu Il y vois a, son il y a but des cette semaine contre Columbus. ouais, Enfin, il met un tu peux- sacré but, mais il le tente, quoi. ouais, ouais, mais après, il faut voir aussi quand ça va pas marcher. Parce que regarde le body language de ses coéquipiers, tu vois. Ils savent que le ballon n'arrivera pas aussi. Donc, tu vois, mais l'environnement est créé pour que, voilà, il y a Denis, il y a Ebo Bissé qui est là, qui joue par-dessus Olivier Giroud. C'est intéressant, c'est super cohérent. Il y a un cadre qui est génial, le BMO Stadium, là, c'est vraiment sympa aussi. Tu vois, c'est une petite forteresse, tu vois, il y a quelque chose qui marche bien. J'aime bien. Seattle, c'est pareil, c'est solide avec un groupe qui se connaît super bien. Tu as un coach qui est là depuis des années, tu as des petits jeunes qui sont maintenant les tauliers. Donc, Mm. ouais, tu as quelque chose de cohérent. Tu as une conférence qui, pour moi, est quand même un peu moins challengeante aussi. Tu vois, elle est challengeante en déplacement, mais il y a quand même un écart de niveau, je trouve, entre l'Est et l'Ouest. Tu vois, à l'Est, Je l'ai dit dans mes podcasts, ouais. Pour moi, l'Est est quand même un niveau au-dessus de l'Ouest. c'est-à-dire que, tu vois, le meilleur buteur de la ligue, il s'est pas qualifié pour les playoffs. Avec DC, Putain, et tu vas à ouais. DC, c'est jamais facile de gagner. Et puis, ils font pas les playoffs. Tu vas à Nashville, ils font pas les playoffs. Tu te rends compte? Alors que, ouais, San Jose. Bon, San Jose, ils vont être marrants. Bruce Arena, il a une connaissance de la ligue. Et je pense qu'il a des qualités de management ou de connaissance ou de savoir que, ok, c'est win or go home cette année. Enfin, il tient un espèce de tout pour le tout. Je suis pas sûr qu'il soit dans la construction. Il est dans le pragmatisme Ah, ultime. Il est arrivé à ouais. New England en 2019-2020, Ouais. pareil, et puis il les a fait recruter Buxa, Gilles et tout, et puis tout d'un coup ils sont devenus super cohérents, ils ont battu le record de points en 2021 je crois, alors qu'ils étaient mais soporifiques au possible, tu vois, ils étaient. Donc lui il masterise un petit peu avec
potentiellement certaines limites. Après, ça, c'est à chacun sa vision du truc, tu vois. Mais il arrive à te mettre une équipe qui sera sans doute cohérente, tu vois. Mm. Mais ouais, il y a... Vancouver est marrant aussi. Vancouver, ils ont... J'aime bien, Il y a moi, quelque ça travaille bien, je chose qui trouve. club, tu vois. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Non, non, la MLS est marrante pour ça, tu vois. T'as Salt Lake qui Ouais. était super cohérent l'année dernière, qui a choc pas possible en playoff, mais qui était top. Et puis, bah, il se sépare d'Arango. Une équipe comme l'Inter Miami, dans les Ouais. vestiaires en MLS, comment elle est vue avec toutes ces stars, tout ça? Parce que rien quand tu vois la semaine dernière Houston qui doit faire un communiqué auprès de ses supporters pour s'excuser que Messi ne vienne pas, je trouve ça complètement fou. Et donc, et vous, les joueurs, vous voyez comment cette équipe? Comment dire? Il y a le côté comment bien vendre la ligue et ces joueurs sont super, super, super importants. Moi, maintenant, ce que j'ai envie de me poser comme question, c'est dans l'immédiat, Ouais. dans un futur très proche, quand ils seront plus là, qu'est-ce qu'ils vont laisser comme héritage? Et maintenant, ma question, c'est, et si de ce que je vois, hein, de plus près, si Busquets n'était pas là, quelle image tu donnes du top joueur européen, du comportement et tout? C'est là où, tu vois, Miami, on les joue 4 fois de septembre à novembre. Et moi, Mm. j'étais arrêté pour blessure et tout. Donc, j'ai vraiment bien vu. Je voyais vraiment de près, de loin, de tout. Tu vois, j'ai vraiment pu avoir un regard privilégié, mais de l'extérieur. Il y a des scandales en termes de comportement. Ah, Donc, que des top joueurs mondiaux se le permettent, chacun l'entend comme il le veut. Mais c'est le petit jeune qui voit ou le joueur local qui est pas mauvais, qui voit ce genre de comportement et qui se dit: «Les top joueurs mondiaux se comportent comme ça». ouais. Il va croire quoi? Tu vois un Campana, et même si lui ça a l'air d'être quelqu'un de très, très généreux et tout, Mm. il arrive à New England dans la peau du top joueur. Il va se comporter comment? Comme son mode par défaut à lui? Ou comme ce qu'il a vu de potentiellement Messi, Suarez, machin? Là, j'invente rien. Leurs efforts défensifs, je suis complètement conscient du côté de ce qu'ils amènent du côté commercial et tout, et c'est super, vraiment. En plus, c'est vraiment des joueurs qui ont, à leur prime, étaient top. Enfin, tu vois, au Barça, c'était vraiment. Mais, tu sais, dans la construction d'une ligue, t'es obligé d'avoir un point de vue quand même qui est un petit peu plus. On n'est pas là pour un an ou deux pour leur époque. On est là pour faire couler des fondations. Et Ouais. c'est à ce niveau-là où j'ai un petit peu plus de questions sur c'est quoi leur impact au quotidien sur les joueurs non hispanophones, sur les jeunes, sur, tu vois, à Miami, le cas C'est un club Gressel, d'Argentins aujourd'hui, Miami, hein. que tu sois fan ou pas, Gressel, Oh, j'ai bien vu qu'il s'entendait pas très bien avec les amis là-bas. Calender, et j'ai bien vu que putain. c'était pas la tasse de thé, et Oh là, là on là. dirait qu'il y a un petit, tu vois, il y a Calender, moi là, je le dis un depuis quelques drama. semaines. La blessure aux adducteurs qui dure. T'as vu qui est le gardien Mustari. de Miami? Ah, Bah, c'est un Argentin. Maurizari, il était avec l'équipe d'Argentine en moins de 20 à l'époque, en 2005, avec Léo Messi et tout. Qu'ils soient potes et tout, c'est super, mais enfin, je me pose quand même des questions plus structurelles, plus à long terme, et savoir les répercussions que ça aura, je pense, en tant que footballeur, même en tant que dirigeant, comment ensuite tu vas faire dans la continuité du club. Parce que ces gens-là, ils sont Après la Coupe du Monde 2026, tu peux te poser la question de ces joueurs-là. ça va être super intéressant à suivre, juste en tant Mm. que qu'ancien footballeur, de passionné et de connaître l'importance que ça a un environnement et puis la pérennité d'un club dans le temps. Parce qu'effectivement, ce modèle américain fait que les franchises ne sont pas en danger par rapport à une relégation, par rapport à... Il y a un côté très, très collectif au partage des droits et tout, et que Houston banque sur Messi. Atlanta, ça a été la même chose, hein. La première année, Mm. il n'est pas venu. On avait eu écho qu'il n'avait pas voyagé avec, et ils avaient vendu le stade, tu vois. Et ils avaient fait un chiffre impossible. Et puis, à quel Ouais. moment le club recevant est responsable? Il l'est pas. Il l'est pas. Et pour passer à autre chose, je voulais savoir par rapport à la culture aux États-Unis, qu'est-ce qui est le plus important, le Supporter Shield ou la MLS Cup? Je pense que le supportership, c'est vraiment important quand même. Tu sais, ça valorise. C'est la régularité sur C'est la 34 matchs. régularité. Je trouve que vraiment, de plus en plus, il va avoir une importance pour le supporter shield. Mm. J'aime beaucoup même la Leagues Cup. Je trouve ça marrant. Tu sais, ça fait des Ouais. aventures humaines.
au sein même d'une saison, tu vois, un Nashville qui s'est pas qualifié pour les playoffs, je pense la même année, ou peut-être s'est qualifié, mais c'est qui est pas mal, mais voilà, qui vivote. Mais ils se sont fait une super aventure humaine à perdre en finale contre Miami, tu vois. Je trouve que c'est un truc assez marrant, propre. Et puis jouer contre les clubs mexicains, c'est quand même top. Culturellement, c'est marrant. Mais après, la MLS Cup, c'est vrai que pour avoir vécu des playoffs et tout, c'est quand même de l'émotion. Et c'est une Coupe du Monde à la fin de la saison, tu vois. Ouais. C'est à élimination directe et tout. C'est quand même, t'es dans un espèce d'état de concentration maximale et de flow. Et à chaque 4 5 jours, une semaine, sa vérité. Et ensuite, Hmm. tu as l'impression d'amener encore plus de gens de ta ville avec toi et tout. Non, c'est quand même des émotions très, 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 très fortes qui font que la MLS Cup, c'est quand même. Ça a sa saveur. Ça a grande, grande saveur. Bon, on va parler poste de gardien. Quels sont pour toi les meilleurs gardiens aujourd'hui en MLS? J'aime bien pas mal de gardiens. J'aime bien le Hmm. Patrick Schulte, Celentano, Drake Callender. J'aime bien. Il y a beaucoup de gardiens que j'aime bien, franchement. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tous les clubs qui ont trop investi sur des gardiens n'ont jamais gagné. Et c'est pas du tout. C'est juste pour, tu sais, dans la stratégie, tu vois, LA gagne avec McCarthy, Columbus gagne avec un novice Schulte. Voilà, Sean Johnson, il n'avait pas gagné un seul match de playoff et l'année où ils en gagnent un, ils gagnent la ligue. Donc super, mais c'était un gardien qui avait zéro expérience, à Ouais. part Stéphane Frey, qui est coutumier du fait, plus ou moins. Toutes ces dernières années, tous les champions, Crépeau, McCarthy à LAFC, c'est des bons gardiens. Mais je trouve que justement, ça remet un petit peu le rôle du gardien où tu dois vraiment être membre du collectif. Tu vois ce que je veux dire? Que tu aies un poste d'humilité et pas un poste de moi je, c'est moi qui, c'est moi, tu vois? Ouais. Moi, j'aime assez ça. J'aime assez ça parce que Orlando qui a énormément investi sur Gallese, bah, ça a progressé, ça a vraiment progressé. Orlando, c'est beau, c'est une équipe de playoff, mais il t'a jamais fait le run qui te fait durer. Tu vois, même Montréal s'en est toujours bien sorti avec très très peu de dépenses au poste de gardien. Enfin voilà, j'aime assez Ouais. bien le rôle du gardien qui se fond qui est vraiment un joueur du collectif et du club et pas le mec en vogue, le mec qu'on essaye de survendre, le mec, voilà, tu vois. J'aime beaucoup le gardien de Vancouver. J'aime beaucoup le gardien de Takaoka, Vancouver. j'aime bien. Moi, je le connaissais un peu avant au Japon. C'était déjà Non, non, fort. Ivacic, Kalinja, Kalinja, c'est Kalina, fort aussi. Kalina très fort. Kalina très fort, mais tu vois, j'aime pas trop ce qu'il dégage. Ah ouais? Bah, être un peu ennemi avec tout le monde dans son équipe, être un peu, bah, Ok. je trouve que c'est difficile d'être meilleur gardien de la ligue et de pas gagner un match de playoff. Je trouve Ouais, ça c'est vrai. difficile. Tu sais, comme je t'ai dit, gardien, c'est un poste d'humilité. Alors, pas qu'il l'ait voulu, hein. Je te dis Hmm. juste que je me rappelle l'année en 2019, gardien de l'année Vito Manon. Je sais même pas s'il se qualifie pour les playoffs. Pendant des années, il y a eu la hype Bill Hamid et tout. Oh. Quand tu regardes un tout petit peu, c'était un mec un peu pas très collectif, quoi, qui était très, très centré sur lui. Je trouve que c'est vraiment important, même pour les défenseurs, de réaliser que les bonnes performances, tu les dois à un collectif. Et que justement, il y a des postes où tu choisis d'être gardien, c'est un poste de l'ombre, un petit peu l'humilité. Tu as un rayonnement dans le vestiaire, tu as un rayonnement dans ton écosystème à toi, mais pas vers l'extérieur. Et c'est Hmm. ça que j'aime beaucoup parce que tu vois, un Celentano, j'ai beaucoup aimé au début. Et là, tu te dis, il aurait pu être plus décisif pour emmener cette belle équipe de Cincy entre la Je suis- finale de conférence en 2023, l'année dernière, les pénaltys en 2024. Tu vois, j'aime bien Freeze. Mais pareil, il va falloir que tous ces mecs-là valident par des parcours un petit peu. Et quand je dis un parcours, c'est quand même au moins une finale. Tu vois, le gardien de Red Bull, la Cornell, il a été incroyable pendant les playoffs. Il a été, il a été hyper fort, sauf en finale. Et c'est la beauté du poste, tu vois. C'est la beauté du Ouais. poste. C'est Voilà. c'est- c'est pas facile. La référence, c'est quand même André Blake, non? T'es d'accord avec ça? Je trouve qu'il est parfait pour Philly. Je trouve qu'il est parfait pour Philly. Je pense que tu mets André Blake dans des clubs plus joueurs. Je suis pas sûr que ce soit la référence. Tu C'est vois, donc c'est une forme d'intelligence, encore une fois, de connaître ton environnement, de savoir ce que tu peux faire et ne peux pas faire. Tu vois, André Blake, moi je suis quand même surpris qu'un gardien, encore plus avec sa morphologie, est aussi blessé que ça musculairement. fou ça. Ça, je comprends pas trop. Mais effectivement, je l'ai vu faire des matchs exceptionnels. Je pense qu'il est parfait pour Philly. Et à un moment donné, bah, quand tu es parfait pour un environnement, pourquoi changer, tu vois? C'est clair. Ouais. Et quand t'es gardien en MLS,
vu que tu sais qu'en général, les spots DP, les gros contrats, c'est sur les joueurs offensifs. Tu te dis, bon, c'est sûr que les attaquants adverses vont être vraiment au-dessus. Tu sais que tu es exposé en MLS parce que c'est un championnat qui est beaucoup plus offensif, qui se veut tourner vers l'avant. Donc, ouais, c'est Parce que c'est une perf, un clean sheet en MLS. de fou. Moi, j'ai galéré. Entre Toronto et Atlanta, Toronto on est tellement porté vers l'avant que je me rappelle un jour, on joue Dallas, on prend 3-0 à Dallas. Pareil, une de ces expériences où tu es choqué par l'humidité, par la chaleur, tu vois, en juin et tout. Et on prend 3-0. Je suis dans l'équipe de la semaine. Et à la fin du match, on est au dîner à l'hôtel le soir et le coach il me dit, lâche pas Quentin, t'as été exceptionnel. Et là, je dis, ouais, on est vraiment dans un autre monde, tu vois. Ouais, Dans ouais, ouais. marquer un but de plus que l'adversaire, même en tant que gardien, tu peux mouiller le maillot. Enfin, Et c'était ça, c'est presque. vrai, cette idée de marquer un but de plus que l'adversaire? C'est non dit. Ouais, Pour un Greg Vanet, par exemple. Pour un Greg Vanet, c'est à aucun moment il met en. Je veux dire, à Toronto, quand il me lance et qu'il est persuadé que j'ai le profil et psychologique et footballistique pour l'équipe qu'il avait besoin et tout, comme il m'a dit pour me recruter, je me dis au bout de 3 4 matchs, parce que je commence, on gagne 2 matchs sur mes 10 premiers ou 8 premiers, je crois. Et je fais ouais. des performances. Sur certaines défaites, je suis pas décisif, mais je suis pas incriminable. Mais 9 autres coachs sur 10, ils seraient dit, bon, bah, c'est un pari raté, ou c'est pas forcément raté, mais c'est pas forcément impactant. Et lui, il était, non, non, il m'a mis capitaine dans cette période. C'est pas que je comprenais pas trop, je me sentais bien, mais c'était pas matérialisé, je l'aide pas et tout. Et puis ensuite, on a fait, je sais pas combien de matchs sans défaite, on a failli battre le record de matchs d'affilée en championnat sans défaite. Et c'est comme si sa vision, pour moi, dans son équipe, avait été validée, mais quand beaucoup d'autres auraient peut-être dit, bon, bah, ça n'a pas marché là, je vais remettre l'autre gardien, ou je vais tenter autre chose. Non, non, lui, en fait, il s'en est tenu au rendement, tu sais, ce que ça va amener. Ça marche, tu vois. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est parce que alors si je le couperai si ça te dérange que j'en parle, mais pourquoi t'as arrêté ta carrière? J'ai cru comprendre que c'était pas forcément un choix, mais c'était plus une blessure. Ouais, non, non, il y a rien de secret à ça, c'est juste que au final, pourquoi j'arrête ma carrière, c'est pas qu'on s'en tape un peu, c'est que ouais, je suis pas. T'es remplacé. Dans le foot, t'es tout de suite remplacé. J'ai fait une succession de commotions au mois d'août. J'en ai fait deux coup sur coup en l'espace de 10 jours, en fait. Et quand tu additionnes tout ça, des coups à la tête en carrière et tout, bah, j'ai encore jusqu'au jour d'aujourd'hui des symptômes qui passent pas de migraine, de mal de tête, qui sont la cause de 20 ans de carrière, de coups d'exposition, de jeux un peu agressifs, machin, bah là c'est pas une fatalité parce que c'est logique pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas envie de mettre ma santé en danger. Je peux plus faire des efforts physiques intenses, donc là je suis toujours en train de me soigner vis-à-vis de ça, mais j'ai plus rechaussé, enfin j'ai plus été gardien de but depuis ma dernière commotion en août là. Et, c'est une évidence. Tu vois, je le sens Hmm. tous les jours que je peux pas avoir l'intensité que je voudrais à l'entraînement et tout. Donc, j'ai passé toute la fin d'année dernière à assister mon entraîneur des gardiens, le groupe des gardiens, à être centreur dans le travail devant le but, à être appui tu sais, le staff et Rob, l'entraîneur des gardiens, ont été fantastiques parce que, bon, en même temps, ils voyaient de la valeur à ma présence tous les Oh, ils jours t'ont sur le impliqué, terrain. c'est bien. Ah, complètement, tu vois. Et puis c'est remarquable de leur part, mais c'est que sans doute je devais être quand même positif pour le groupe, tu vois, dans le sens où si j'avais été Hmm. un personnage un petit peu plus problématique, il m'aurait dit, oh, faut pas te mettre en danger, tu vois, reste, Ouais, ouais, reste ouais. kiné, tu vois. Donc ça a été une manière pour moi de couper le cordon parce qu'à partir je pense que c'est en octobre, le neurologue qui me suivait et avec qui je faisais ma réhabilitation, disait franchement Quentin, tu devrais pas continuer, tu vois, tu représentes trop, trop de danger et puis au prochain coup ça pourrait encore se dégrader encore plus et Ah ouais, c'est des aléas, mais comme je dis souvent, pendant 20 ans j'ai pu être sélectionnable, j'ai pu être compétitif et c'est-à-dire que j'ai pas été blessé quasiment du tout. J'ai eu des fractures de doigts, des fractures de côte, mais c'est oui. 3 semaines, 4 semaines et c'était minime. Donc quasiment toute ma vie, j'ai été sélectionnable. Tu vois, si j'ai pas joué, c'est pas de la faute d'une blessure. Si j'ai pas joué, physiquement, mon physique m'a toujours suivi. Donc que ça s'arrête là-dessus,
Mon côté intrépide, il m'a joué des tours, mais il m'a été aussi super bénéfique à des moments. Donc c'est juste les aléas, on va dire. Ouais, 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 bah après, quand tu mets en danger ta santé, c'est vrai que le choix est vite fait. Je pense que même à regret, quoi. Parce que c'est vrai que je pense que tu en parles beaucoup dans le podcast où tu es avec Sébastien Bassong et Ricardo Fati, où c'est pas la petite mort du footballeur. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais t'aimes pas, en tout cas, t'aimes pas qu'on dise que t'es retraité. Non, j'en rigole parce que eux se régalent Ouais. et parce que je suis pas tu sais, dans la controverse et tout, mais tu vois, moi j'ai eu la chance d'avoir mes Mm. meilleurs potes qui avaient arrêté et pouvoir écouter ce qu'ils vivaient, ce Mm. qu'ils ont Te traversé. préparer, ouais. Donc moi je me prépare depuis 4, 5, 6, 7 ans. Chaque année, c'est un petit peu du bonus. Mais le truc, c'est que moi, je m'étais préparé à jouer beaucoup plus longtemps encore parce que physiquement, j'avais une routine et que je garde maintenant. J'ai beaucoup moins de possibilités d'activité physique, mais tout ce que je peux faire, je le fais parce que je vois énormément de valeur en tant qu'homme à être très très bien physiquement. Donc du coup, moi j'avais 38 ans, mais j'avais pas raté un entraînement avant ça. Ouais. Et j'ai eu une blessure musculaire. Voilà, c'est un petit peu un comble que j'arrête sur blessure, moi qui n'ai jamais été blessé, mais en même temps, Ouais. c'est le muscle le plus important pour la suite de ma vie. Donc là-dessus, j'ai pas envie de transiger. T'as quoi de prévu du coup pour la suite? Rester dans le foot Ouais, ou... rester dans le foot, complètement. Moi, le foot, c'est mon domaine, c'est ce que j'aime faire au quotidien. J'ai toujours été un footballeur professionnel, mais intentionnel, tu vois. Toujours voulu comprendre un petit peu les impondérables, tu vois, les intangibles, comme on dit, tu vois, de l'extérieur. Tu te dis, oh, ils ont signé ce joueur, ce joueur, ce joueur, ils vont gagner. Moi, de l'intérieur, je me dis, on s'est comporté comme ci, comme ça, comme ci, avec un mec qui a joué 2 matchs, avec un mec qui a joué 5 matchs, avec un mec qui a eu un moment très difficile dans sa carrière. C'est pour ça qu'on gagne. Parce que on sait aussi bien s'occuper du mec dont tu vas avoir besoin 3, 4 matchs que du Hmm. mec qui te marque tous les buts. Et au contraire, tu as des attentes et des standards plus élevés que tu appliques au joueur qui est le plus en lumière. Parce que tu sais que c'est un peu la locomotive, mais s'il n'est pas conscient qu'il a besoin de tout le monde avec lui, Hmm. tu vas échouer. C'est ça que je veux continuer à faire dans ma vie parce que tu peux le faire à bien des postes, à bien des égards dans l'environnement du football. Et du coup, ouais, t'as des opportunités peut-être aux États-Unis plus qu'en France ou ailleurs. Ouais. Je suis dans des discussions, j'ai un certain profil que les gens avec qui j'ai bossé connaissent. Et donc après, c'est soit je suis inévitable pour eux, ou soit je suis une option pour eux, ou soit je suis pas considéré pour eux. Là maintenant, je rentre dans le monde du travail et dans un truc où tu n'as plus besoin d'être. On va pas me dire que je suis hors de forme, tu vois. Donc c'est quelque chose où tu vois, tu bosses sur ton expertise à toi, sur ta vision à toi, et ensuite il faut qu'elle colle à celui du club ou de Hmm. l'institution qui te voudra. Et ça c'est pareil, c'est un bon mariage. C'est un peu comme au foot, tu vois, il faut savoir choisir les endroits où tu vas fitter, où tu vas matcher, plutôt que les Ouais. endroits où tu te dis, il faut que je travaille. Non, là, justement, pour la première fois de ma vie, je suis maître de mon environnement, je suis maître de mon emploi du temps. Et du Ah coup, ouais. ben, je suis maître des discussions que je vais avoir, je suis maître de mon enrichissement, je passe un temps assez important à discuter football avec des acteurs qui pour moi sont extrêmement importants, qui peut-être pour d'autres sont pas importants, mais comme Hmm. je t'ai dit encore une fois, quand l'opportunité se présentera, j'aurai tout ce savoir entre ma carrière, entre mes amis, entre le podcast qu'on fait avec Seb et Ricardo. Il m'apporte tellement. On est avec des scouts, avec des recruteurs, avec des entraîneurs, avec des directeurs sportifs, avec des champions du monde, avec des champions de National 3, tu vois, et en fait, t'as des perspectives si larges que du Hmm. coup, tu peux t'identifier à beaucoup plus de monde, tu peux savoir ce que, dans un vestiaire de MLS, le mec qui est au salaire minimum pense tu vois, la frustration que lui peut ressentir et en même temps l'opportunité qu'il peut avoir. Et en même temps, tu peux te mettre aussi à la place du DP qui arrive d'Europe et qui se dit, oula, je vois que personne me challenge ici. Attends, c'est la belle vie, je vais en faire un peu moins. Non, t'es vraiment très très conscient. Comme je t'ai dit, j'ai pas juste consommé ma carrière de footballeur en disant j'arrive, je m'entraîne, je me casse. Non, non, ça a toujours été beaucoup plus élaboré que ça, ou beaucoup plus intentionnel, tu vois, parce que je pense que justement, si c'était juste dépenser le plus et mettre une ribambelle de bons joueurs ensemble pour gagner, je pense que tout le monde le ferait, t'aurais besoin d'aucune expertise. Non, mais c'est sûr.
Eh ben écoute, en tout cas, je te remercie de m'avoir accordé ce temps pour un épisode hyper intéressant. Tu vois, j'ai trouvé ça cool parce que moi, j'ai ma vision de suiveur et toi, tu as la vision du vestiaire, de ton expérience de joueur. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que c'est totalement différent ces deux visions-là. Et puis, bah écoute, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, à toi aussi. J'espère que tu vas te régaler dans la suite de ta carrière parce qu'en fait, ta carrière, elle va continuer, mais dans un autre environnement. Enfin, tu seras toujours dans le sport, mais c'est quelque chose qui va perdurer. C'est ça, parce que le foot, tu peux le servir de manière bien différente, tu vois. Et c'est là où c'est un régal. C'est comme je t'ai dit, le foot va pas s'arrêter d'exister parce que C'est Quentin ça. Westberg a pris sa retraite à cause de commotion cérébrale. Tu vois, on est bien d'accord. Je suis assez lucide là-dessus. Mais en même temps, je sais que à ton échelle, dans le bon environnement, tu peux apporter énormément entre le vécu et la perspective, la vision. Tu vois, c'est là où c'est Mmh, intéressant de considérer et parler avec tout le monde. c'est clair. Eh ben, écoute, encore merci à toi et puis, bah, je te dis, à bientôt, Avec plaisir, si jamais Emilien. on a l'occasion de se refaire un ou de Ça d'un marche. point. J'hésiterai pas à te questionner en tout cas, c'est sûr. Allez, ça va. Ça marche. On arrive à la fin de cet épisode avec Quentin. Je le remercie pour sa disponibilité. Pour ceux qui ont apprécié cet épisode, merci de liker le podcast, de le commenter, de donner de la force voilà, sur toutes les différentes plateformes. Et si vous souhaitez retrouver Quentin plus régulièrement, il a son podcast, comme je le disais, avec Ricardo Fati et Sébastien Basson. C'est disponible sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Ballon, Main, Corps. Allez donner de la force dans cette aventure. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de MLS Time. Sport ex-Vancouver Whitecaps man is going to have the chance to draw this match level. Kamara has scored 4 of 5 from the spot this season. Kamara against Westbrook, who makes the save, and Benazet heads behind for a Colorado corner. Oh, a huge miss from Kai Kamara, and a massive moment for Quentin Westberg. Over to his left-hand side, guesses correctly. Wonderful save from Westberg.